Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue alors pour ce quatrième webinaire IF Prof consacré donc au partage de bonnes pratiques et aussi au partage et à l'échange de solutions pédagogiques, techniques pour faire face donc à la crise sanitaire actuelle et donc assurer la continuité pédagogique de tous nos établissements. Donc voilà, merci à tous. Vous êtes encore très nombreux à être aujourd'hui avec nous. Merci à toute la communauté IF Prof. Donc moi, je suis Martin Lafitte. Je suis en charge des problématiques de développement des publics à l'Institut français de Paris. Et je serai donc votre animateur aujourd'hui, accompagné de mon collègue Jérôme Carujo, qui lui s'occupe de numérique éducatif à l'Institut français de Paris également, et qui sera avec vous sur le chat aujourd'hui pour répondre à vos questions et partager tout un tas de liens très utiles voilà, pour vous et pour tout le monde. Donc vraiment merci beaucoup. Je vois que vous êtes déjà presque 700 à être connectés. On a encore eu plus de 1500 inscriptions. Donc voilà, maintenant ces rendez-vous pédagogiques numériques, j'ai l'impression, sont vraiment attendus par toute la communauté. On a des retours vraiment très encourageants, très chaleureux de votre part. Donc vraiment, merci à tous. Et on s'excuse pour tous ceux d'entre vous qui aimeraient se connecter, mais on est malheureusement limité
à 1000 personnes. Donc, on est en train de réfléchir à des solutions pour accueillir plus de monde dans le futur. Donc, soyez un petit peu patients. On va essayer de faire de notre mieux pour que tout le monde puisse être avec nous chaque jeudi. Voilà, donc aujourd'hui, la thématique est vraiment d'actualité parce qu'on va aborder la question de la conception et de l'animation de classes virtuelles, de cours de FLE, donc à distance pour un public adulte. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les adultes et on reviendra dans un webinaire prochain, donc dans 2 semaines, le 16 avril, sur la question des jeunes publics et de l'animation de classes à distance pour les jeunes publics. Donc voilà, soyez avec nous dans 2 semaines, le 16 avril. Et j'ai le très grand plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui des collègues de Chine, de l'Alliance française de Shanghai. Alors, on a Julien Coleman avec nous, qui est le responsable pédagogique de l'Alliance française de Shanghai. Alors, on va essayer de le voir. Oui, bonjour Voilà, Julien. bonjour Martin. Et nous avons aussi Valérie Schmidt-Bill, donc, qui est professeure à l'Institut français d'Espagne à Madrid. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Valérie, bienvenue. Voilà, donc on va écouter nos intervenants dans 1 minute. On va commencer donc avec notre collègue de l'Alliance française de Shanghai et on fera une petite pause tout à l'heure, vous verrez, avec un petit témoignage qui vient d'ailleurs, et nous enchaînerons avec notre collègue de l'Institut français d'Espagne qui nous fera une démonstration de tout ce qui est fait là-bas et de tous les conseils qu'elle peut vous donner pour animer vos classes à distance. Et juste avant de leur céder la parole, comme d'habitude chaque semaine, un tout petit rappel rapide. À côté tout en haut de votre écran, là, vous avez une petite cloche. Si vous ne voulez pas être dérangé par le flux incessant de petites notifications du chat, vous pouvez désactiver cette petite clochette. Vous avez donc bien sûr le chat pour échanger en direct, vous donner des conseils entre membres de la communauté, poser des petites questions à Jérôme aussi si vous le désirez. Toutes les questions que vous désirez adresser à nos intervenants, encore une fois, s'il vous plaît, essayez de les écrire dans la partie questions. Ce sera plus simple de nous les faire remonter à nos intervenants pendant toutes leurs interventions. Et aussi, n'oubliez pas, il y a ce petit sondage qu'on vous demande à chaque fois pour savoir un petit peu d'où vous nous suivez, comment se passe le confinement dans vos pays, comment se passent les choses dans vos établissements. Donc, s'il vous plaît, pensez à remplir ce petit sondage dès maintenant ou avant de quitter ce webinaire aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Donc je vais tout simplement passer la parole à notre ami Julien de Chine, qui a quand même pas mal de recul, parce que je crois qu'il est confiné depuis presque 2 mois maintenant. Donc voilà, il va pouvoir être heureux de partager tout ça avec nous. Je te laisse la parole et puis on se retrouve tout à l'heure pour quelques petites questions. Merci beaucoup. Très bien. Merci Martin. Alors, je vais partager mon document qui va me suivre tout au long de cette présentation. Voilà. Donc, d'abord, bonjour à tous. Ça fait un petit peu drôle de le dire devant un ordinateur, mais c'est un peu déjà le même principe que pour un cours en ligne. Donc, bonjour à tout le monde. Ravi d'être avec vous pour ça. Donc, au niveau de ma présentation, je vais surtout essayer de mettre en avant un petit peu les solutions qu'on a trouvées. Je pense qu'il y a beaucoup de centres qui n'ont pas, qui n'avaient pas de cours en ligne. Voilà. Alors, je crois qu'on a un tout petit souci de connexion déjà avec la Chine, malheureusement, mais il va revenir très, très vite. Ne vous en faites pas. Juste avant d'accueillir de nouveau parmi nous Julien, on a toujours beaucoup de questions de la part de la communauté pour savoir s'ils manquent les webinaires ou s'ils n'arrivent pas à nous rejoindre. Qu'est-ce qui se passe, comment ils peuvent accéder à des replays. Encore une fois, à chaque fois, nous, on les rediffuse, tous ces replays, immédiatement après la fin des interventions de nos intervenants
sur Livestorm. Et vous avez également une chaîne YouTube de l'Institut français. Donc, vous verrez, on va vous partager tous ces liens à la fin du webinaire. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à tout ça. Et je vois que Julien est de nouveau parmi nous, donc je te laisse la parole. C'est bon, merci. Bon, j'espère que ça va tenir. Donc voilà. Donc je disais, l'idée c'est surtout d'échanger au niveau de ce que nous on a mis en place et puis de voir après ce recul qu'on a d'un mois et demi à peu près de cours, qui sera sûrement la situation de beaucoup de personnes parmi ceux qui nous écoutent. Donc nous effectivement à l'Alliance française de Shanghai, on avait une rentrée qui était prévue le 17 février, donc après le nouvel an chinois. Mais évidemment, elle a été compliquée par l'épidémie et donc on a dû trouver des manières en sachant que effectivement chez nous on n'avait pas particulièrement d'offres en ligne, mis à part Fantastique, donc qui est présent dans plusieurs pays et plusieurs centres de langue. Donc on a dû essayer de pallier à ça le plus rapidement possible et le mieux possible pour les enseignants, pour le centre et pour les apprenants. Donc, je ne vais pas forcément être dans l'innovation pédagogique, même si toute innovation l'est par rapport à nos pratiques. Donc, finalement, il y a sûrement de l'innovation pour moi, en tout cas, il y en a eu, et pour mes collègues aussi. Alors, voilà, on a donc, nous, décidé ici, pour une brève présentation, de décaler notre session afin d'avoir le temps de la préparer au mieux. Hein. Alors souvent, il y a deux cas de figure, effectivement, ou bien vous avez une session en cours, ou bien il y a une session à venir. Donc ça, c'est un peu les deux choses qui sont devant nous. Alors l'avantage, c'est que pour une session en cours, l'idée souvent, c'est de trouver un moyen rapide afin d'assurer une continuité pédagogique. Et puis, lorsqu'on a une session à venir, eh bien, on a peut-être plus de temps pour réfléchir aux outils et surtout pour former. Hein. J'ai eu des collègues de Rome ou d'ailleurs, etc. Et effectivement, lorsque la session est en cours, il faut faire un petit peu plus vite. Donc, ensuite, notre choix, il a été porté dans cette session à venir d'essayer de modifier quelque peu notre offre de cours en se disant qu'on allait essayer de pérenniser un petit peu tout le travail qu'on allait faire et ça peut être beaucoup de travail. Voilà. Donc on s'est posé beaucoup de questions sur les publics, les rythmes, les contenus et la formation. Alors, ensuite, voilà. Donc les trois axes qu'on a pris en compte, hein, c'est donc plutôt la rationalisation, donc c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a déjà, par rapport à l'équipe, par rapport au contenu, par rapport aux ressources. Et puis ensuite, il a fallu structurer tout ça. Et puis, quand les premiers pas ont été faits et que les gens sont passés en ligne, l'équipe enseignante est passée en ligne, eh bien, il a fallu trouver des moyens pour dynamiser une fois que tous les outils étaient maîtrisés. Donc, voilà, il y a toujours cette ambiguïté entre concevoir et répondre à une urgence. Donc, c'est un petit peu tout ça sur lequel ça tourne. Donc, juste rapidement, nous, on a choisi d'utiliser Zoom comme beaucoup de centres, à la fois pour des raisons très pratiques parce que c'est hébergé en Chine. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous ici. Et ensuite, également parce que selon nos critères, c'est ce qui permettait des pratiques de classe que l'on trouvait satisfaisantes. Et bien sûr, on les a pas toutes essayées, donc voilà, c'est pas particulièrement de la publicité. Donc ça, c'est pour l'outil synchrone. Et ensuite, pour l'outil asynchrone, donc ça a un lien aussi avec les pratiques de classe, évidemment, mais nous, on n'a pas eu le temps encore de le finaliser, donc ça viendra dans un deuxième temps et ça nous aidera, on l'espère, le plus vite possible pour une reprise du présentiel. Et on pourra également utiliser ça pour faire du présentiel augmenté. Donc, tout ça pour dire que ces choix de plateforme, etc., en plus des ressources, des enseignants, des contenus, eh bien, ça conditionne également les pratiques de classe. Alors, ensuite,
Voilà, donc je vais commencer un petit peu voilà, directement dans le vif du sujet, ce qui est remonté un petit peu par rapport aux pratiques, et puis ce qu'on avait réfléchi un petit peu en amont en allant fouiller sur Internet, en sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature, de littératie sur les cours en ligne, surtout depuis que l'Europe est touchée. C'était moins le cas en janvier, février, honnêtement. Donc, c'est vrai qu'il a fallu faire preuve de plus peut-être d'imagination et aller chercher aux bons endroits. Donc, effectivement, par exemple, IFProf ou le Kavilam, ce sont des choses sur lesquelles on pouvait déjà trouver des choses. Donc, les différences entre le présentiel et le distanciel. Sur les choses qui sont revenues le plus par rapport aux enseignants, c'est l'impression d'être nez à nez avec le tableau. C'est-à-dire que quand on est face à notre écran, on n'a pas la même impression de spatialisation du cours. C'est-à-dire qu'on n'a pas notre groupe d'apprenants en face de nous, on ne peut pas utiliser la mémoire visuelle de la même manière, et donc c'est le même problème pour eux en face. Donc ça, c'est une des premières choses qu'il faut prendre en compte. C'est important, ça va conditionner les pratiques et puis aussi ce que l'on voudrait ramener de nos cours en présentiel vers nos cours en distanciel. Également, c'est remonté une petite sensation de solitude au départ parce que on a l'impression, et d'ailleurs on l'est physiquement, on est tout seul et ça peut peut-être faire bizarre aux professeurs, comme moi aussi, c'est-à-dire que d'habitude, on est habitué à avoir un retour de la présence, à avoir une énergie, et là, c'est vrai que elle est beaucoup moins palpable. Ensuite, il y a des questions à se poser sur dans la rationalisation, sur ce qu'on a déjà comme activité, comme support. Parce qu'il y a des choses qui seront impossibles ou difficiles à passer. Donc, il ne faut pas forcément se forcer à faire passer des choses qui marchaient peut-être très bien en présentiel, mais qui, une fois en ligne, vont amener plus de difficultés que de moyens de médiatiser un savoir. Donc ça, c'est important. Et donc, justement, sur la médiation du savoir et des interactions, là, il y a des choses à revoir. C'est un point très, très important. Même quand on a commencé à s'habituer à l'outil, dans une deuxième étape qu'on verra plus tard, lorsqu'il faut essayer d'avancer et de proposer des choses nouvelles, d'innover plus, une fois que l'on maîtrise la base, là, on peut se sentir obligé de repenser la médiation. Voilà. Donc pour la mise en place, donc à la fois nous pour des raisons pédagogiques et pratiques, on a dû aussi changer un petit peu nos offres. Donc on a repris donc en compte, comme je l'ai dit, la durée et le rythme des séquences pédagogiques. Et puis une première étape qui a été importante et intéressante avec les équipes, on a fait ça en groupe, c'était de pré-scénariser les cours. En fait, pas tous, mais certains cours, déjà pour lever des craintes et des inquiétudes de la part des enseignants, parce que ce passage en ligne, ça peut être un saut dans l'inconnu. Et donc, c'est vrai qu'on a fait un travail préalable de pré-scénarisation à partir d'éléments qui étaient connus. On a travaillé ensemble pour, en amont, essayer de voir ce que l'on pourrait passer. Donc, par exemple, vous voyez sur ce PPT, il y a quelques éléments que vous retrouvez. Ça faisait partie de ce travail de pré-scénarisation aussi. Et je vais vous en montrer différents par la suite. Donc, et ensuite, l'idée, bien sûr, c'était de pouvoir pérenniser cette action, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail. Alors, ça dépend des structures, ça dépend de beaucoup de choses, mais en tout cas, ici, ça a été beaucoup de travail. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir en faire bénéficier nos apprenants et nos équipes sur le long terme. Alors, sur la durée et les rythmes, en fait, il a fallu, selon les retours d'expérience, etc., trouver les durées les plus adaptées au cours, parce qu'on entend beaucoup de choses. Un cours plus court, un cours plus long, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas trop fatigant, etc. Nous, on a fait un choix de baisser. Les profs sont assez contents, au départ surtout. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que toutes les durées et les rythmes étaient possibles. Une fois qu'on maîtrise les outils, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Et même en général, maintenant, ces séquences très courtes, ce ne sont pas forcément les préférées des enseignants.
Donc, je pense qu'on a une inquiétude au départ parce qu'on a peur de ne pas maîtriser les outils et que la relation avec les apprenants en pâtisse. Mais finalement, dès que l'on commence à faire quelques cours, c'est un peu comme conduire une voiture, hein. Donc, une fois qu'on est habitué, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, sur le travail de pré-scénarisation, donc ça c'est vrai qu'on a fait un effort là-dessus. Donc ce travail-là, il permettait en amont de maîtriser déjà les outils, puisque toutes nos réunions, comme on est chacun chez nous depuis 2 mois, toutes les réunions que l'on a fait ensemble, elles sont passées par l'outil d'utilisation que l'on utilise dans les cours. Donc, ça nous a permis déjà d'élaborer dès le départ et de tester ensemble des contenus qui nous paraissaient les plus pertinents pour le cours. Donc ça, c'était très, très important. Et puis également, ça permet de donner forme au travail à venir et donc d'aider à se fixer les objectifs et à se concentrer sur les contenus et les tâches. Donc, c'est vrai que quand on ne sait pas trop même comment mettre en œuvre ou mettre en forme le contenu, c'est pas tous les professeurs qui utilisent des notebooks ou des PPT, etc. Donc, ça rassure et c'est très important dans un premier temps de trouver les moyens de se rassurer. Hein. Et puis, ça permet également donc de simplifier le saut dans le distanciel et ensuite également de mettre en place une certaine identité du cours que les apprenants pourront retrouver dans les différents cours s'ils choisissent de s'inscrire à différents cours. Donc là, à la base, la question n'était pas de faire une révolution. Donc on est passé sur du PPT et du notebook pour éviter de saturer dans l'apprentissage pour l'équipe enseignante. Il y a déjà beaucoup de choses à voir au début, à maîtriser les outils. Donc, voilà. Ensuite, donc, vous voyez, ici, vous avez quelques éléments de pré-scénarisation et de scénarisation donc, que l'on a mis en place. Alors, j'ai insisté, je voulais montrer cela, pas uniquement pour montrer que c'est joli, mais aussi parce que c'est très important lors d'un cours en ligne de clarifier les consignes et les activités, encore plus qu'en présentiel. En effet, il faut absolument que ce soit clair puisque, étonnamment ou pas, on passe plus de temps, on peut passer plus de temps à expliquer les consignes, les choses à faire. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas l'usage du corps de la même manière lorsqu'on est en ligne. Et c'est vrai que des petits pictogrammes ou des précisions comme ça peut aider à se repérer, à la fois pour l'enseignant et à la fois pour les apprenants. Donc ça, c'est extrêmement important également. Donc ça permet d'avoir une bonne vision globale. Et ensuite, donc, de se concentrer sur les interactions, même si une compréhension de consigne fait partie des interactions. Ensuite, voilà. Alors, au niveau des outils très simples auxquels on a pensé dès le départ, hein, j'essaye de faire un peu comme l'historique un petit peu aussi de ce qu'on a fait au fur et à mesure de l'évolution de notre travail ici. Donc, les outils très simples qu'on a mis en place, c'était pour essayer de compléter le cours, puisque ici, nous n'avions pas d'asynchrone. Donc, effectivement, la peur d'être toujours en face de l'écran, etc., ça inquiétait certains, et moi aussi, effectivement, pour essayer de diversifier les contenus. Donc, les choses les plus simples que l'on a mis en place, qui sont utilisées à la fois, qui peuvent être utilisées dans le cours et qui peuvent être utilisées en amont du cours, en asynchrone, tout simplement tout ce qui est formulaire, et puis toutes les applications comme Learning Apps, donc c'est ce que vous voyez à droite, pour permettre des exercices de manière plus interactive. Hein. L'idée est aussi de jouer sur différents supports. En Chine, il y a un gros usage du téléphone. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière dans le webinaire sur les low-tech en Afrique. Donc, c'est vrai que ce passage vers ce type de support, c'est très, très pratique. Et puis, il y a un côté divertissant. Donc, comme c'est vrai que aller vers la gamification du cours, ça, c'est un des avantages du cours en ligne. Hein. Donc, voilà. Ensuite, donc,
Donc, ces outils de complément, donc, ils permettent dans un premier temps de pallier au manque Excuse-moi, Julien, d'asynchrone. je peux te couper une seconde ou pas? Ouais, Parce qu'on a eu une question intéressante là sur la ouais, pré-scénarisation, en fait, ouais. pour savoir juste si cette pré-scénarisation là dont tu parlais était faite avec les profs en ligne, du coup, ou vous aviez eu le temps de faire ça en présentiel avant le confinement? Alors nous, pas du tout, puisque en fait, donc les vacances du Nouvel An chinois sont arrivées le 23 janvier et le confinement a été décidé le 23 janvier. Donc on ne s'est absolument pas revus, et d'ailleurs je ne les ai pas encore revus depuis le 23 janvier. Donc tout ce travail-là, il a été fait d'abord avec moi et puis mon directeur et le pôle pédagogique, et puis ensuite on s'est tourné vers les équipes pour mettre en place le contenu et réfléchir à ce qu'on pourrait, ce qui serait le plus pertinent à passer en ligne. Voilà. Donc ça nous a demandé du temps. On a 3 professeurs qui ont passé 2 semaines à faire ça, mais au bout de 2 semaines, on avait l'intégralité de notre offre de cours, de notre session à venir en ligne qui était faite. Et ça a permis aux autres professeurs qui venaient se greffer ensuite et qui allaient faire les cours d'avoir déjà du contenu, en sachant qu'on avait bien précisé que c'était une espèce de trame pédagogique qui est modifiable par l'enseignant. Je veux dire, c'est pas les rails d'un train dans lesquels on ne peut pas sortir. Ok, donc, ok, merci beaucoup. Ok, donc voilà. C'est ça. Voilà, je pense que c'est bon. Donc diversifier les supports. Déjà au début, on avait une idée de ça, hein, mais on savait pas trop comment faire. Et puis ensuite, donc consacrer le temps live aux interactions et à la médiation. Ça, c'était important. Alors ensuite, bon, ben voilà, je passe vite là-dessus, j'en ai parlé. C'est l'idée de pérenniser le travail aussi. Donc cette pré-scénarisation, elle a été très utile pour ça, puisque ça fait beaucoup de travail. Donc c'est l'engagement de tout le monde, et puis ça permet d'ouvrir sur de nouveaux usages sur le long terme, hein, et d'en profiter pour de l'asynchrone et du présentiel augmenté. Alors voilà, donc ça, je voulais vous le montrer parce que on voit beaucoup sur Internet des images de cours en ligne formidables avec des gens beaux, jeunes et très présents, très motivés, très souriants. Mais je voulais juste rappeler qu'il ne faudrait pas s'inquiéter au premier abord si le résultat devant votre écran du cours en ligne, c'est ça. Tout simplement. Et c'est là que se posent toutes les questions, en fait. C'est autour de ce travail avec les apprenants. Alors là, c'est un cas très particulier, mais j'ai trouvé ça amusant de vous le montrer. Toutes les caméras sont éteintes, tous les micros sont éteints. Alors, voilà. Évidemment, pour la pratique de classe, on peut en souffrir, hein. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et donc, pourquoi c'est important de savoir? C'est pour trouver des stratégies, en fait, hein, pour essayer d'en sortir. Donc, effectivement, l'impression d'être devant les écrans pour les apprenants, il peut y avoir moins d'implication puisqu'il y a l'idée d'être comme devant un film. Donc, comme je dis souvent, c'est le mieux. Alors, si les apprenants se sentent comme devant un film, eh bien, autant que ça soit un film d'action. Donc, l'idée, effectivement, c'est de trouver comment dynamiser, une fois qu'on a structuré, comment dynamiser son cours. Alors, il y a des raisons pour ça, hein. Vous avez l'environnement proche de l'apprenant. Peut-être que la personne n'a pas envie de montrer là où elle est. Peut-être qu'elle a de la famille autour d'elle. Donc, surtout dans ces moments difficiles. Donc, on n'a pas obligé à mettre la caméra. On a essayé de trouver des stratégies pour y pallier, hein. Donc, voilà. Et puis également, donc, pour les apprenants, ça peut être une première fois. Il y a donc une médiation différente, le rapport privé-public, et puis concentration, motivation et implication. C'est les 3 choses qui sont différentes dans le cours en distanciel. Ensuite, donc pour stimuler l'usage de la caméra, alors moi je vous donne des petits types qu'on a vu ensemble. Alors ça peut être par exemple demander de présenter un objet du quotidien, hein. Souvent on veut le faire dans une salle de classe, mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Et bien là c'est vrai que c'est plus pratique. Les gens sont à la maison,
Donc, on peut très bien, dans une phase de sensibilisation en début de cours, demander de faire ce travail-là. En brise-glace aussi, ça peut très bien être d'écrire un autre apprenant, par exemple. Donc, il faut mettre la caméra. Utiliser le clavardage et la caméra aussi pour faire deviner qui est qui. Voilà. Et puis, on y reviendra plus tard aussi, mais l'utilisation du fond d'écran, puisque dans notre, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes, mais dans notre outil, on peut utiliser un fond d'écran virtuel comme un fond vert dans les films d'action. Et donc, ça, c'est intéressant. Mais comme je disais tout à l'heure, attention à l'interculturel, au choix personnel, à l'espace privé. Et par contre, c'est une dynamique. Donc, c'est vrai que souvent, on l'a observé, quand les premiers ne mettent pas la caméra, les autres risquent de faire la même chose. Voilà. Alors, dans les problèmes généraux, donc, je l'ai dit, le problème dans l'espace, tout est sur l'ordinateur, les apprenants sont un peu spectateurs. Il ne faut pas se perdre avec les outils au départ, donc il faut bien les maîtriser. C'est pour ça que finalement, c'est assez intéressant de faire tout le travail en amont déjà en ligne. Et puis, souvent, sont plus difficiles à mener parce que on a l'impression de moins sentir les réactions des apprenants. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez mes collègues, l'impression de ne pas sentir, de ne pas savoir si les gens ont compris. Donc ça, c'est important d'y faire attention. Donc pourquoi c'est vrai? Donc comme je l'ai dit, manque d'habitude, perte de repères, l'impression d'être collé à l'écran, et puis les interactions qui peuvent paraître moins naturelles. Et pourquoi c'est faux? Donc ça, on le voit après un petit peu de pratique. La maîtrise progressive des outils, elle permet des choses que l'on n'avait pas imaginées. Ça clarifie aussi ce qu'on peut faire dans le cours et ce qu'on doit faire en dehors du cours. Par exemple, si on passe son temps à faire des exercices sur le cours en ligne, ça peut devenir plus vite ennuyeux encore qu'en présentiel. Et puis, il y a cette étape donc de gamification, de médiatisation qui est plus facilement envisageable puisque, vous le verrez, hein, si vous n'avez pas encore commencé, nous sommes un petit peu plus acteurs encore que lors d'un cours en présentiel. Donc, voilà. Justement, sur cette question de gamification, il y a des questions qui nous remontent là. De quel type d'application, par exemple, tu utilises? Quel site? Tu as parlé de Learning Apps tout à l'heure, mais est-ce que tu as d'autres Là, on avait Learning App, il y a Quizlet, il y avait Padlet, on peut faire des choses aussi. Donc voilà, je vais revenir sur un deuxième temps là-dessus aussi. Alors c'est vrai que j'insiste un petit peu aussi sur parce que c'est vraiment dans ma tête, j'essaye d'aller vite parce que je me rends pas trop compte du temps là, mais c'est vrai que au niveau ça passe vite, ouais. Au niveau de la pratique, sur la gamification, c'est vrai que ce qui remonte aussi, je l'ai pas dit encore, mais le fait d'utiliser dans un même cours, il y a déjà le support classique, donc l'outil technologique pour animer la classe. Et c'est vrai que lorsqu'on doit passer à un autre outil, changer d'outil, ouvrir des pages, etc., donc ouvrir des pages, etc., ça complique le travail de l'enseignant. Donc, voilà. On y reviendra de toute façon. Voilà. Je pense que Valérie va y revenir de toute façon. Ça, c'est un compromis à trouver. Hein. C'est bon. Et sur le rapport, et juste sur le rapport synchrone-asynchrone, tu as aussi des conseils Je vais continuer. J'en reparle après. D'accord? Parfait, ouais. Merci beaucoup. Ouais. Okay. Alors, voilà. Donc, ensuite, voilà, les stratégies, les premières simples à faire, donc c'est une étiquette. C'est vrai que c'est très important, savoir ce qu'on peut demander, ce qu'on ne peut pas demander de manière gentille. Et puis, briser la glace virtuelle, parce qu'il y en a une aussi, et des fois elle est peut-être même un petit peu plus dure. Activité d'usage avec les outils qui sont déjà apportés. Puisque dans la perspective actionnelle, passer d'un cours en présentiel à un cours en ligne avec un outil technologique, c'est déjà interagir. Donc, l'usage de l'outil en soi est déjà quelque chose de très intéressant. C'est intéressant. Et puis, je le passe vite parce qu'il y a plein de tutos là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut insister aussi sur la gestuelle et le ton. C'est très, très important en ligne puisqu'on n'a que notre voix et nos gestes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Alors, pour
pour les brise-glaces virtuelles, bon, j'avais mis quelques idées comme ça. Donc, il y a plein de fonctions. J'ai mis en gras justement les fonctions pour indiquer qu'on peut le faire déjà juste avec l'outil. Donc, écrire une question sur le tableau blanc et demander aux apprenants de se la poser en privé sur le clavardage. Et puis ensuite, faire deviner qui a répondu. Faire annoter aussi. Hein. Ça vous permet à la fois de briser la glace avec et en même temps de briser la glace avec l'outil. Donc, ça, c'est des choses qui sont très, très intéressantes. Hein. Voilà. Et puis, il y a le partage d'écran aussi qui peut être utilisé à la fois par vous et par les apprenants. Donc, voilà, à la fois par vous et les apprenants. Voilà. Ensuite, sur la… Non, tu es toujours avec nous. Hein. D'accord, ok, ça m'écrit que je ne suis plus là. Donc, ne t'en fais pas, tu es là, on te voit et on t'entend très bien. Ok, ça marche. Donc voilà, dans la scénarisation, hein, pour les pratiques, hein, c'est pour ça le choix de la plateforme, donc je l'ai dit, le partage d'écran, communication écrite avec les annotations, le clavardage, le contrôle à distance également, les sous-groupes pour les interactions, c'est très très intéressant. Et puis, s'il y a déjà des outils asynchrones, eh bien, ça permet la continuité de la scénarisation en amont ou en aval. Donc ça, c'est très très intéressant. Et là, déjà, on commence à avoir un environnement technologique dans lequel on commence à pouvoir conceptualiser beaucoup plus de choses que nos craintes de départ. Donc, ça, c'est important. Par exemple, je pensais au contrôle à distance, par exemple, un jeu de pistes numérique sur l'ordinateur, aller dire aux gens d'aller ouvrir un dossier, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et là, on rentre dans de la gamification sans outils complémentaires. Donc, faut pas oublier qu'on a déjà l'ordinateur. Donc, ça peut être très intéressant aussi. Voilà. Alors ensuite, sur la scénarisation, donc là, j'ai repris les éléments simples, que tout le monde connaît, etc. Donc, phase de sensibilisation, d'exposition, d'appropriation, de production, d'évaluation. Bon, il faut bien voir que lorsque l'on fait un cours en ligne, toutes ces phases sont facilement abordables par tous ces outils. Déjà, par tous les outils qui sont mis à disposition, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et donc on peut multiplier les tâches et créer un rythme avec déjà toutes les choses qui nous sont sous la main. Hein. Parce que effectivement, c'était à ce moment-là que je voulais le dire en principe, mais de devoir naviguer entre différents programmes ou pages. Alors là, là par exemple, il n'y a pas trop de problèmes de connexion, mais ça peut arriver dans un cours. Et également, une sensation qui revient souvent lors d'un cours en ligne, c'est l'insensation d'attente. C'est-à-dire que lorsque on cherche quelque chose ou qu'on cherche un document ou qu'on cherche une page, on a, du fait de cette solitude physique, on a plus l'impression que les gens nous attendent. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais c'est une sensation. Donc, on apprend à faire avec. Et c'est vrai que ça peut essayer de limiter un petit peu les usages. Voilà. Donc, je répète sur après les consignes, c'est très clair. Alors voilà, là j'ai mis un exemple très simple. Donc vous voyez, les professeurs, l'équipe enseignante a repensé par rapport à leur trame habituelle. On a refait le graphisme, etc. On a vu quelles activités on pouvait passer en ligne. Donc là, par exemple, voilà, on a utilisé les consignes très claires et puis un travail d'exposition ici, de phase d'exposition avec un notebook. Le notebook se partage très bien, donc c'est vrai que ça aide à la fois les enseignants et les apprenants dans le dynamisme du cours. Donc ça, c'est un bon outil. Et vous basez sur une méthode en particulier à la F de Shanghai ou pas? Alors nous, donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que sur donc tout le travail qu'on a fait de pré-scénarisation, on l'a fait surtout parce qu'en fait, on a quand même décidé, enfin moi je voulais quand même, et puis mon directeur aussi, passer sur une nouvelle méthode. Donc on n'avait pas de retour avec cette méthode et on s'est dit bah c'est une bonne occasion, ça va être la totale. Donc on a y compris changé de méthode. Et ça nous permettait aussi, cette nouvelle méthode qui est plus à jour que celle qu'on avait précédemment, d'utiliser tout ce qui est site dédié, site compagnon, les apps, etc. Donc c'est vrai que c'était pratique pour le cours en ligne. Sur certaines méthodes
que l'on utilise encore beaucoup, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout cet environnement-là. Donc, ça, c'est très utile aussi. Mais on a aussi mis beaucoup en place d'ateliers, de modules thématiques et spécifiques. On a fait beaucoup ça dans notre nouvelle offre de cours parce que c'est vrai que le temps en ligne, c'est quand même très porteur pour la production orale et les interactions orales. Donc, aller vers des modules thématiques et spécifiques, et puis c'est aussi très intéressant pour les enseignants puisque c'est un retour vers l'ingénierie, donc et la conception pédagogique. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, comme en général, pour beaucoup, on a diminué les rythmes et les durées des cours, eh bien, l'équipe enseignante a le temps de travailler sur tous ces contenus. Donc, voilà. Donc ça, par exemple, du coup, la nouvelle méthode, c'est quoi du coup? Là, on a une question. C'est l'atelier. L'atelier, d'accord. Je voulais pas faire de pub. Et puis, on a… C'est juste parce qu'on a les questions, donc c'est pour ça. Voilà, on a l'atelier, on a Edito aussi et on a Alter Ego. Donc, voilà, comme ça, je fais de la pub pour tout le monde, sauf presque tout le monde. Donc, voilà. Mais effectivement, les enseignants étaient ravis aussi de pouvoir proposer leur propre contenu. Et aussi, de cette manière-là, ça leur permet de repenser les stratégies pour la classe virtuelle. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Alors, un exemple, voilà, des choses que, voilà, ça c'est un exemple dans une phase d'appropriation. Là, l'outil technologique, il nous offre des possibilités d'éclaircissement dont on se passe parfois lorsqu'on est en présentiel. On n'a pas toujours, par exemple, tous les stylos de couleur à portée de main, comme dans ce cas précis. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Et puis, donc, à travers cette manière de gérer les supports, et de voir si on peut adapter ces supports en ligne, eh bien, il faut se poser la question aussi sur est-ce que mon cours est trop directif, est-ce qu'il est trop linéaire, comment je varie les supports, comment j'utilise les interactions de classe. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la fonction sous-groupe. Donc, tout ça, c'est intéressant. Je voulais montrer une petite vidéo. J'en montre peut-être une. C'est juste une interaction très simple sur le cours en ligne. Alors, vous allez voir, finalement, ça rassure. Alors, attendez, j'en avais plusieurs, mais je vais en montrer qu'une sur la grammaire, parce que c'est jamais… enfin, pour certains profs, c'est rigolo. Après, j'ai un verbe. Qui est le sujet du verbe? Pour d'autres, non. Ok, I got it. Ok. Un livre que j'ai acheté. Que j'adore. Ah, ok, d'accord. Donc, dans ce cas, tu vois, ici, tu as… Oui. Donc, que. De sujet. Alors, sur cette petite vidéo, l'idée, c'était de montrer effectivement que le fait que tout le monde est sur l'ordinateur, ça permet une interaction directe, collaborative. Et c'est ça qui est intéressant dans le cours en ligne et vers lequel il faut aller, c'est que on peut agir directement de manière collaborative. Ah, pardon, je suis allé trop loin, comme ça m'a remis à 0. Voilà. Et ça, c'est vraiment une chose qui est très utile et qui est très appréciable. C'est le fait de pouvoir modifier un document tous ensemble, d'interagir sur la même surface. Ça, c'est comme si on avait un grand livre dans la classe. Alors, je sais que le TBI, etc., peut le faire, mais il y a une sensation encore plus forte à ce moment-là. Donc, ça, c'est très intéressant. On a une question très précise à ce sujet-là, là, justement, qui est très simplement, enfin, qui est-ce qui fait les flèches là sur ce type d'exercice? Qui a accès à tout ça? Alors ça dépend en fait. Voilà, là le professeur l'avait préparé, donc un PPT dynamique, donc les choses arrivent au fur et à mesure. Donc il est fait deviner, etc. Mais en fait, ce qu'il le fait, alors j'ai peut-être pas le temps, enfin même si c'est 20 secondes, de montrer une autre petite vidéo où il complétait un tableau et en fait dans la phase d'appropriation, les personnes annotaient dans le tableau les choses qu'elles avaient compris du texte ou de la vidéo, et ensuite dans le travail collectif, eh bien ils faisaient apparaître les réponses directement, et comme ça les apprenants pouvaient de manière collaborative voir si ce qu'ils avaient répondu était correct ou pas correct. C'est vrai que lorsqu'on fait un travail en classe, parfois chacun remplit sur son cahier,
mais on n'est pas forcément témoin de ce qui a été compris ou incompris. Là, l'avantage de cette manière de faire, c'est qu'on voit directement, puis sans problème, sans se vexer, etc. On voit directement les erreurs, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant au niveau de la collaboration sur la médiation du savoir. Voilà. OK. Alors, je vais passer ensuite, bon, je voulais montrer une autre petite vidéo, mais je ne le fais pas, sur la manière de présenter son cours sur l'écran. Hein. C'est vrai que structurer son cours, c'est un petit conseil rapide comme ça. La structuration du cours, donc là, je vous ai montré des choses avec PPT ou Notebook, mais il y a aussi des professeurs qui affichent des PDF avec un fichier Word. Donc, c'est vrai que l'harmonie sur l'écran est très importante, un petit peu comme on demande de structurer un tableau dans une classe. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Et dans cette vidéo, ce qu'on pouvait voir, c'était en fait aussi, ce qui est très intéressant dans un cours en ligne, c'est de pouvoir écrire tout en parlant, comme une transcription. Hein. D'ailleurs, il y a des outils comme Zoom le permet de mettre des sous-titres, d'inscrire des sous-titres directement. Donc ça, on peut le faire encore de manière plus simple que lorsqu'on est au tableau, parce qu'au tableau, on va tourner le dos, etc. Alors que là, on est toujours à la fois face au document et face aux apprenants. Donc ça, c'est très intéressant. Et enfin, donc je voulais finir par là, c'était sur donc la médiation et la médiatisation. Je pense que c'est ça qui change le plus au niveau de la classe. Donc, dans un premier temps, se concentrer sur la maîtrise des outils de base, mais vient assez vite, finalement, une fois qu'on les a maîtrisés, l'envie de diversifier la médiation des contenus. C'est-à-dire par quels moyens on va faire que les apprenants s'approprient les savoirs. Hein. Et puis aussi, c'est plus simple à envisager lors d'un cours en ligne parce qu'on est déjà derrière un écran. Et l'enseignant, il est lui-même déjà médiatisé. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui était très, très, très intéressant. Le but, hein, c'est de favoriser les interactions. Et cela, tous ces petits documents qu'on peut créer, etc., des petites capsules vidéo, etc., je vais juste en montrer une pour finir après, ça permet d'enrichir ensuite de la synchrone et puis de mettre en scène, en fait. Et ça, c'est ça qui est intéressant aussi pour rendre vivante la classe virtuelle. Voilà. Alors ça, c'était le truc. Alors, j'en montre une pour la médiatisation. Elle est là. Voilà. Donc, c'est sur la grammaire. Regardez, Juste une seconde. Je suis à Shanghai, en Chine. Regardez, je suis où? Je suis à Paris, en France. Je suis à Paris, en France. Ouais, tu es de retour. Voilà, ok. Donc, c'est bon. Voilà. Alors, je conclus. C'est vrai que vous voyez, ça, c'était cette dernière étape. Donc, je voulais pas commencer directement par là parce que je voulais vous montrer un peu l'histoire. Mais c'est vrai qu'on a vite après l'envie de médiatiser son contenu et à la fois sa présence dans le cours en ligne. Et ça, c'est quelque chose de très, très important et de très, très intéressant. Cette petite vidéo avec des fonds d'écran, c'est très simple à faire avec Zoom, par exemple. Et ça permet de permettre des activités de dynamisation du cours qui sont très, très intéressantes. Voilà, j'arrête. Je conclue brièvement et je suis désolé pour l'autre. Non, tu as débordé un petit peu, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais vraiment, merci beaucoup pour tout ça. De toute façon, on te retrouvera tout à l'heure à la fin pour peut-être répondre encore à 2-3 petites questions, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions très concrètes, mais on va laisser, sans doute, je vais les poser aussi à notre collègue de l'Institut français d'Espagne, Valérie. Juste avant de lui passer la parole, on avait un petit témoignage qu'on voulait vous passer aussi de nos collègues aux États-Unis, à Seattle. Donc, je vais vous passer ça parce qu'on a un petit retour d'expérience et ça va vous permettre aussi de vous faire une petite idée de comment ils mènent les choses aux États-Unis. Bonjour, je suis Pauline Château, professeure de français langue étrangère à l'Alliance française de Seattle.
Avec la situation actuelle liée au Covid-19, on a transféré depuis plusieurs semaines tous nos cours en ligne. On utilise Zoom, qui est un très bon outil pour des classes live, mais bien sûr, ça demande une certaine adaptation de la part des professeurs et aussi des élèves. Pour moi, le plus important, c'était de pouvoir recréer les conditions d'un cours en présentiel et surtout de garder une bonne dynamique de classe et surtout une interaction qui soit la plus spontanée possible entre les élèves et les professeurs et les élèves entre eux, et de ne pas tomber dans un cours magistral. L'Alliance française de Seattle, on a décidé de limiter le nombre de participants en ligne à 6 personnes. Et moi, systématiquement, en début de séance, je demande à tous mes étudiants de garder actif le microphone et la vidéo. Ça semble évident, mais parfois les élèves coupent le microphone s'ils n'ont pas besoin de prendre la parole. Mais pour garder une interaction, encore une fois, spontanée, c'est important que les micros restent bien actifs. Voilà. Ensuite, j'utilise toujours la fonction partage d'écran de Zoom qui me permet d'avoir ma présentation PowerPoint ici et de faire toutes mes activités en interaction avec les élèves sur cette présentation. J'utilise PowerPoint parce que je le trouve très pratique, très facile d'utilisation. C'est agréable visuellement aussi pour les étudiants et surtout, ça me permet de faire exactement ce que je faisais en présentiel sur un tableau blanc interactif. Par exemple, ici, avec une activité d'introduction à une compréhension orale, j'ai préparé à l'avance les éléments en marge de mon document et lorsque je fais la correction avec mes étudiants, je peux simplement les insérer. Je peux aussi ajouter du texte, ici, comme je le faisais sur mon TBI. Ensuite, pour une activité de compréhension orale, par exemple, ici, j'ai une vidéo que je vais montrer à mes étudiants. Ici, j'ai des questions de compréhension et encore une fois, j'ai préparé des cadres pour pouvoir faire la correction en live avec mes étudiants. Donc, lorsque je mets un audio ou par exemple, dans ce cas, une vidéo, je dois être bien sûr d'activer le partage du son de mon ordinateur pour avoir une bonne qualité sonore. Et ensuite, lorsque je lance ma vidéo, au royaume de la grande cuisine, je peux bien sûr réduire les fenêtres de mes différents documents pour que les élèves puissent à la fois voir les questions de compréhension tout en regardant et en écoutant. On a gardé l'habitude de mettre le couvert entre midi. Voilà. Et ensuite, pour une activité, par exemple ici, l'activité 5, décrivez les repas du midi dans votre pays. C'est une activité que je ferai habituellement en binôme ou en trinôme. Sur Zoom, c'est possible grâce aux break rooms. On peut diviser le groupe en sous-groupes et ainsi on peut assigner nos élèves dans différents sous-groupes et le professeur peut naviguer dans les différents groupes exactement comme on le ferait en présentiel et à la fin de l'activité, revenir dans la séance principale. Voilà. On peut aussi envoyer un document de travail à l'avance ou bien dans la conversation Zoom et ainsi les étudiants peuvent travailler en autonomie en ouvrant le document directement sur leur ordinateur. Donc ça fonctionne très bien. Et enfin, une dernière chose que l'on utilise à l'Alliance française depuis 2 ans maintenant, c'est la plateforme e-learning Apollo qui fonctionne très bien, on a d'excellents résultats. Et on essaie de l'utiliser encore plus maintenant que l'on est en ligne, puisque cette plateforme permet à la fois de rester en contact avec nos élèves, d'échanger les documents de la classe, mais aussi d'échanger des ressources en lien avec la culture francophile, et aussi de leur donner d'autres activités en supplément, optionnelles en général, qui leur permettent de travailler en autonomie entre les classes. Donc moi, ça me paraît important, puisqu'en ces temps de confinement, c'est important de garder une routine. Et aussi, on est en situation d'isolement, donc c'est important aussi de pouvoir garder le contact et avoir cet élément en complément et en parallèle de la classe. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les conseils que je pourrais donner et les choses qui me semblaient importantes pour faire de bonnes séances live. Voilà, merci. Voilà, donc pour le petit témoignage de nos collègues aux États-Unis de l'Alliance française de Seattle. Et donc, ça me permet du coup de vous dire à tous que tout ce genre de petits témoignages, en fait, comme on ne pourra pas faire intervenir tout le monde lors de nos webinaires et que je sais qu'il y a beaucoup de questions concrètes et que c'est compliqué de pouvoir vraiment rentrer tout le temps dans vos problématiques. Alors, ce qu'on va vous proposer, je vais le répéter à la fin de ce webinaire, mais c'est de nous envoyer des petites vidéos de ce type-là, de 2 minutes maximum pour présenter justement une
solution intéressante, innovante, qui fonctionne dans votre établissement et que vous aimeriez partager avec notre communauté IEF Prof et puis la communauté en général des enseignants du français à l'étranger. Donc voilà, on vous rappellera ça en fin de webinaire, mais n'hésitez pas, en tout cas, je pense que Jérôme sur le chat va partager nos adresses email si ça vous intéresse de témoigner, de proposer des choses comme ça. Voilà, donc ça me permet maintenant d'accueillir Valérie. Est-ce que Valérie est avec nous? Est-ce que vous pouvez… Voilà, magnifique, et on va activer. Et je vous laisse donc la parole. Je ne suis pas partie. Vous êtes là, c'est parfait. Donc, je vous laisse la parole pour nous parler de votre expérience de professeur en Espagne. D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous, j'ai vu que vous venez. Très chouette de voir que dans le monde entier, on est tous là pour enseigner le français. Donc, moi, je suis professeure de français à l'Institut français de Madrid. Donc, notre situation était un peu différente de celle de Chine parce que nous avons à l'Institut français de Madrid un cours en ligne qui existe depuis à peu près une quinzaine d'années. Et donc, on a l'expérience de ces cours à distance avec une plateforme sur Moodle. Et donc, les élèves que nous avons dans ces cours-là, ont leur cours en autonomie sur la plateforme. On va du niveau A1 jusqu'au niveau C2. Donc, ils travaillent en autonomie sur la grammaire, le vocabulaire, le lexique, la compréhension orale, la compréhension écrite. Et nous les retrouvons une fois par semaine ou tous les 15 jours, 45 minutes, pour exclusivement de l'oral. Donc, pour faire ces sessions de 45 minutes, nous avions conçu déjà des PowerPoint comme appui pour des activités orales. Et donc, la personne qui s'occupe de ces cours en ligne, qui est la responsable du secteur innovation pédagogique et multimédia à l'Institut français, Alix Creuset, elle a pu, dans cette condition exceptionnelle qui est le confinement et quand tout le monde a dû rester à la maison, nous former tous. Nous, on était déjà formés, mais des professeurs qui étaient exclusivement en présentiel, parce que tous les professeurs ne sont pas tuteurs à l'Institut français. Donc, ceux qui étaient en présentiel, elle les a formés pour savoir utiliser les outils pour faire des cours à distance. Et donc, les outils que normalement on utilise à l'Institut français, c'est Blackboard. Nous avons des salles qui sont réservées pour donner des cours à distance, mais maintenant on utilise aussi Zoom, dont tout le monde parle, voilà. Et voilà, je vous ai mis aussi, vous ne le voyez peut-être pas bien parce que c'est petit, mais sur la plateforme, nous avons aussi un forum. Et donc, à l'occasion du confinement, comme nous avons des étudiants qui viennent du monde entier, je l'ai écrit, on a des gens du Pérou, du Chili, de Colombie, du Canada, du Cambodge, d'Italie, de Finlande, de Roumanie, enfin un peu du monde entier sur nos cours en ligne. Nous avons des forums et nous avons ouvert des forums. C'est Audrey Marcouillet qui a ouvert des forums sur la plateforme et donc on demande aux étudiants de parler un petit peu de ce qu'ils vivent à la maison, toujours en utilisant des outils linguistiques et grammaticaux en fonction du niveau. Donc, on leur demande qu'est-ce que vous voyez de votre fenêtre, que faites-vous actuellement, ou alors sur des niveaux plus élevés, on parle du voyage et quels sont les voyages que vous avez faits et un peu pour qu'ils s'évadent. Et donc, c'est pour créer une communauté à travers ces forums et partager un peu le sentiment de tout le monde par rapport à l'isolement du confinement. Voilà. Alors, donc, je vais vous parler vraiment de mon expérience personnelle. Le PowerPoint, à l'origine, a été conçu par Alix et pour voir les différentes étapes. Et moi, j'ai mis des exemples personnels pour que vous voyez exactement ce qu'on peut faire. Alors, quelques conseils qui ont déjà été donnés, mais je vous le répète. Donc, parce que je pense que c'est fondamental, la différence entre le cours en présentiel et le cours en ligne, c'est que justement, vous ne parlez pas en direct, vous n'êtes pas physiquement avec vos étudiants, mais à travers une application.
Et donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte de la différence. Et je parle toujours d'une anecdote avec un collègue parce que je fais des cours en binôme en présentiel et ces cours en binôme, je les fais aussi à distance maintenant. Et c'est vrai qu'un de mes collègues avait commencé un cours en disant « Bonjour, ça va bien oui, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ?» Et donc, je lui avais dit « Attention, tu es à distance, il n'y a que ta voix qui passe. Et si tu es dans le stress, tes élèves vont être stressés. » Et donc, l'image que je donne toujours, ou que j'essaye de donner à mes collègues, c'est essayez de sourire dans votre tête. Essayez de penser aux têtes de vos élèves, au visage de vos élèves que vous avez connus avant, peut-être. C'est vrai que c'est plus difficile si les cours commencent, mais vous les voyez dans les vidéos. Essayez de vous imaginer votre classe en face de vous. Faites des gestes. Moi, je fais beaucoup de gestes, même si les élèves ne le voient pas. Vous faites des gestes ici. Donc, les gestes et la voix et tout le corps vous permettent d'avoir une façon de parler plus naturelle, plus agréable, plus douce, un peu comme en cours. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de la façon dont on parle et de l'impact que ça a sur les personnes de l'autre côté. La deuxième conseil que je peux vous donner, c'est, et c'est vrai, on a parlé du travail, c'est un grand travail. Les cours en ligne peuvent être différents que les cours en présentiel, mais aussi peut-être parce que les cours en présentiel, on a l'habitude, c'est une routine, ça fait longtemps qu'on fait ça. Les cours en ligne, c'est quelque chose de nouveau, donc ça nous coûte beaucoup plus. Mais c'est vrai aussi que les cours qu'on a préparés, ils sont pérennes, ils vont rester, on va pouvoir les utiliser, on va pouvoir les changer, on va pouvoir les remodeler. Vous les avez sur votre ordinateur. C'est pour ça que moi, par exemple, je suis d'accord avec ma collègue de Seattle, moi j'utilise beaucoup les PowerPoint. Les PowerPoint, on permet, vous allez le voir, vous le voyez ici, ça vous permet de mettre des photos, des illustrations, de faire des choses très gaies, des choses très visuelles. Et donc, les PowerPoint, si vous ne les utilisez pas ou si vous ne savez pas, essayez de voir. Finalement, ce n'est pas si difficile que ça de faire un PowerPoint. Et c'est vraiment très pratique. Vous pouvez le garder et le réutiliser pour d'autres classes, pour d'autres formations. Donc, c'est vraiment bien. Et avant un cours, le conseil vraiment, c'est d'ouvrir tous les liens que vous voulez utiliser, si vous voulez faire une vidéo, si vous voulez utiliser un jeu, préparez tout bien parce que dans le cours, vous avez plein de choses à gérer et donc vous n'allez pas avoir le temps d'aller ouvrir l'application, puis ça ne marche pas, puis ça se coupe, etc. Donc, essayez de bien tout préparer avant de commencer le cours pour être tranquille et ne pas avoir une autre préoccupation que de vous occuper de vos élèves, d'ouvrir, de fermer, de montrer, etc. Un autre conseil aussi, c'est ne vous lancez pas dans un outil que vous ne maîtrisez pas. Vraiment, c'est un stress qui n'est pas du tout nécessaire et vous pouvez faire des choses très simples sans utiliser des outils très compliqués. On va parler de Quizzer, on va parler de Metimeter, etc. Ce sont des choses externes qu'on peut utiliser. Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Et donc, si vous utilisez les choses que vous avez à portée de main, c'est-à-dire la première chose, c'est la classe virtuelle. Vous utilisez Zoom, vous utilisez Blackboard, vous utilisez tout simplement Skype, parce que Skype, ça marche très bien aussi. Il n'y a pas besoin d'aller… on peut faire des tas de choses sur Skype. Nous, on utilise Blackboard, comme je vous l'ai dit. C'est un outil que moi, j'aime beaucoup, que j'utilise depuis plusieurs années pour mes cours en ligne. Il permet beaucoup de choses. Il permet évidemment le chat, comme les autres, le partage d'écran, c'est-à-dire je peux montrer sur mon écran des vidéos, des images, des choses sur d'autres pages web, même des exercices qu'on peut trouver sur des pages comme le Point du Fleu, par exemple, on peut utiliser aussi. Des partages de documents, donc le PowerPoint, beaucoup de choses en PDF, des captures d'écran, des images. Le tableau blanc, que vous avez aussi dans Zoom, que vous pouvez utiliser comme un tableau blanc d'un TBI,
ou même un tableau blanc où vous écrivez à la craie, où vous écrivez avec un feutre. Hein, ce sont des tableaux blancs. Vous pouvez faire un cours, vous pouvez mettre des choses qui sont comme dans une salle de classe. On peut faire le travail en groupe, hein, si vous savez maîtriser, essayez de le… Alors, c'est vrai aussi que entre nous, entre pairs, hein, entre professeurs, hein, on s'est fait des cours entre nous. Hein, et Alix fait une permanence pédagogique le matin sur Blackboard, hein, par exemple. Et donc, là, les professeurs peuvent essayer de faire des groupes, mais si vous n'avez pas de personnes qui vous permettent de faire ça, essayez de le faire avec un collègue, un ami, des copains. Ah ouais, je t'envoie un lien, tu vas sur Zoom et on va essayer de faire des groupes. Donc, essayez de le faire avec des gens que vous connaissez pour que le jour que vous soyez en classe, vous soyez plus à l'aise pour utiliser ces outils qui sont vraiment intéressants pour donner une dynamique de groupe. Hein, essayez de faire comme ça des cours avec des copains et simplement pas sur le français, hein, mais simplement sur l'outil pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois et être plus à l'aise. Et donc, il y a aussi des sondages, on peut faire des sondages, hein, c'est-à-dire que vous mettez une question et puis après, vous pouvez demander oui ou non, ou vrai, faux, ou vous mettez 2 solutions et donc tous les participants répondent à la question en cliquant et voir, ah oui, il y a 50 qui ont dit que ben, ça c'est vrai, il y en a 50, je veux dire, non, pas 50. Il y en a 3 qui ont dit c'est vrai, il y en a 4 qui ont dit c'est faux, alors la réponse c'est vrai ou faux, donc ça c'est des sondages. Et puis j'ai marqué écriture interactive. La collègue de Seattle a montré son PowerPoint où elle préparait les flèches, etc. C'est vrai que sur Blackboard, les élèves peuvent écrire sur le PowerPoint. C'est-à-dire que si vous avez fait un exercice, vous mettez des flèches, eux, ils ont la possibilité de mettre la flèche. Ils ont la possibilité, vous faites un exercice, ils ont la possibilité d'écrire la solution. Donc, c'est vrai que ça, c'est au niveau de la dynamique, c'est très intéressant. Donc, et le dernier conseil, c'est varier le rythme, varier les activités, varier les modalités. Vous savez qu'en ligne, la concentration d'un élève est beaucoup plus faible qu'en cours. En cours, on est tous dans la même salle, on est tous enfermés dans la même salle, personne ne peut s'échapper, boire un café, etc. On est tous ensemble et donc les élèves sont plus concentrés, vous les voyez, vous pouvez les rappeler à l'ordre, sinon des fois ils sont un peu dissipés ou voir un qui… Voilà. En ligne, c'est plus difficile hein, parce que c'est vrai qu'il y a du bruit, il y a peut-être les enfants, il y a peut-être le chien qui arrive et c'est vrai qu'ils sont peut-être en train de regarder leur portable. Hein, voilà, il y en a souvent qui sont comme ça. Donc, c'est vrai qu'ils sont un peu plus distraits. Donc, il faut essayer de faire des activités 15 minutes, 20 minutes, échanger. Hein, puis essayer de faire sur l'oral, sur de l'écrit, changer visuellement. Voilà. OK, donc encore quelques suggestions rapidement. Donc, des supports visuels, PowerPoint, avec plein d'illustrations, des activités variées 15-20 minutes, en petits groupes, en groupe classe, hein, aussi. C'est bien aussi de varier ça, l'échange entre mythes. Et puis, les activités collaboratives dont je vous parlerai à la fin, sur Google Drive, Google Doc, Kahoot, Mentimeter, Quizzes, voilà, pour faire différents projets. Hein, je parlerai aussi des projets. Pour la compréhension écrite et orale, nous, ce qu'on favorise plutôt, c'est qu'ils fassent les compréhensions orales et compréhensions écrites en autonomie chez eux, tranquillement, avec l'audio. C'est vrai que nous, on a eu des éditeurs, hein, des livres numériques, des livres virtuels, donc ils ont accès aux écoutes. Donc, je ne sais pas si c'est vous le cas. C'est vrai qu'aussi que dans les livres, il y a des CD et aujourd'hui, qui a un lecteur de CD? Donc, c'est vrai que c'était compliqué au début, mais maintenant, on a les pistes sonores grâce aux livres virtuels. On va vous montrer aussi les pauses hein, dans votre cours, si vous avez un cours de 3 heures, même si vous avez un cours d'1 heure et demie. Donc, on fait des pauses, différentes pauses. Vous allez voir des vraies pauses, des pauses actives, des fausses pauses, hein, etc. Hein, donc, des petites pauses de 30 secondes ou 5 minutes en fonction de la longueur du cours. Et puis, faites bouger les apprenants.
qu'ils investissent l'espace dans lequel ils sont, parce que vous êtes chez vous, ils sont chez eux. Comment faire le lien entre les deux espaces? Comment recréer cette dynamique que vous arrivez à faire tellement bien quand ils sont dans la classe, hein? Comment créer cette dynamique qui fait que les activités marchent, que tout le monde participe, etc. Eh bien, c'est faire le lien entre ces deux espaces. Et on va vous proposer des exemples. Alors là, je vais vous expliquer la suite du PowerPoint. Donc, on va diviser ça en 9 étapes. Donc, le rite d'accueil, les règles d'échange à rappeler, les objectifs, la durée, les activités, les pauses, les autres activités, et puis les 3 dernières étapes, le bilan, ce qu'on fait la semaine prochaine, et rappeler le jour et la date du prochain rendez-vous. D'accord? Alors, les rites d'accueil, je vais vous montrer des exemples. En fait, vous savez, c'est comme en cours, hein. Ils ne sont jamais à l'heure, ils arrivent en retard, il y en a qui ont des problèmes de connexion, etc. Et donc, pour pas qu'il y ait un blanc, eh bien, on fait des petites activités pour se saluer, pour voir des questions techniques, etc., pour meubler, mais en même temps, vous allez voir, on peut revoir des points de vocabulaire, des points de grammaire, un petit peu à travers ça, leur demander comment ils se sentent, pour créer le lien, hein, créer le lien pour arriver à être tous ensemble, qu'ils imaginent qu'ils sont avec vous. Les règles d'échange, hein, toujours rappeler le micro, est-ce qu'on l'allume, est-ce qu'on l'éteint, la caméra, et utiliser le chat pour les questions, un petit peu les règles que vous voulez qu'ils suivent. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec la collègue de Seattle. Moi, je demande à mes élèves de couper le micro. Pourquoi? Parce que souvent, quand ils ont le micro, on entend tout le bruit qu'il y a dans la maison. Ou s'ils ont un mauvais micro, ça fait... Et ça, sincèrement, pendant le cours, c'est très déstabilisant. Donc, je leur demande d'éteindre le micro et quand ils veulent participer, de l'allumer. Dans Blackboard, il y a la possibilité de lever la main, ce qui est très bien aussi. Donc, ils lèvent la main et donc vous voyez qui veut participer. Il y a bien sûr des fois aussi où je leur dis, bon, on va tous le laisser le micro allumé, on va faire un débat. Donc là aussi, bon, mais il faut le structurer. Hein, excusez-moi, je voudrais dire que, et donc, je ne voudrais pas vous interrompre, mais bon, c'est déjà un niveau plus soutenu, plus élevé, hein, c'est du B2, fin B1, et donc les débats, c'est vrai que, mais c'est un travail en amont, hein, parce que s'ils ont tous le micro allumé, c'est vrai que ça peut devenir un peu chaotique, surtout quand vous avez des intervenants qui participent, ce que j'espère, que vous avez des gens très dynamiques qui participent. Ensuite, les activités, je vous montrerai, voilà. Donc, on va rentrer, voilà. Rituel d'accueil. Le plus simple, c'est celui des émoticônes. Et donc, vous connaissez tous. Ça, c'est un rituel d'accueil que j'utilise à tous les niveaux. Vous pouvez l'utiliser en lien avec du lexique, c'est-à-dire qu'ils mettent en dessous les adjectifs qui correspondent aux émoticônes. Ensuite, vous pouvez leur demander d'écrire des phrases, de dire « Oh, je m'ennuie »,« Oh, je suis fatiguée aujourd'hui ». Voilà. Ou alors, vous pouvez aller plus loin en utilisant des phrases avec… du subjonctif pour des niveaux. Il est incroyable que je sois encore fatiguée ce matin. Donc, voyez, vous pouvez simplement, sur quelque chose de très simple, de très visuel, de très gai, de faire plein de choses. Et puis, bon, ils participent en attendant que les autres arrivent et tout. Et puis, chacun, après, peut dire aujourd'hui, je suis fatiguée ou je suis triste parce que aujourd'hui, il y a quelqu'un dans ma famille qui est mort. Voilà, il faut aussi laisser ce moment pour partager dans une situation difficile. Vous savez bien, nous, les professeurs, nous sommes des fois un petit confessionnal. Et il faut aussi laisser dans les cours en ligne ce petit espace pour qu'ils puissent parler d'eux, mais d'une façon ludique et puis utile avec… voilà. Sinon, je peux t'interrompre une seconde?
parce que justement, par rapport à on a une question intéressante là sur des suggestions pour limiter justement le temps de réponse des apprenants si tu te retrouves face à un mur et que personne ne te répond. Est-ce que tu as des petites choses pour stimuler justement la prise de parole? S'ils ne répondent pas, et alors pour les adjectifs, vous commencez à mettre un adjectif hein, pour commencer à lancer un petit peu l'activité. S'ils continuent à ne pas répondre, bien je fais comme en classe, hein, je dis alors Roberto, comment ça va? Qu'est-ce que tu en penses? Alors cet émoticône-là, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il est fatigué? Tu crois qu'il est en colère? Et oui, c'est-à-dire voilà, interpeller en posant des questions, quoi. Voilà, tout simplement en posant des questions comme en cours. Hein, parce que vraiment, si les professeurs, comme je disais au début, vous imaginez, vous êtes dans votre salle de cours, hein, il y a plein de petites habitudes, de réflexes qui vont revenir. Hein, d'accord? Ce n'est pas parce que vous avez un écran que vous ne devez pas interpeller votre élève. Hein, voilà. Hein, donc, je pense que c'est tout simplement comme ça. Hein. Ensuite, bon, ça c'est un rituel sur la salutation. Donc, vous avez des images. Donc, faire décrire les images. Qui sont dans les images? Qui sont ces personnes? Tu ou vous? Hein, et de demander pour chaque petite image quel dialogue. Bonjour, ça va? Salut. Bonjour madame, enchantée, je suis ravie, etc. Donc, voilà, et vous saluez. C'est des amis, c'est des personnes qui ne se connaissent pas. Ils se tutoient, ils se vous voient. Voilà, ça je pense que c'est assez clair. Là, c'est un rituel d'accueil, c'est une image qui surprend. Rituel d'accueil, un ours. Bon. D'abord, toujours faire décrire l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Où c'est? Où? Qui? Quoi? Comment? Et un petit peu, est-ce que vous pouvez donner une légende à cette image? Est-ce que vous pourriez mettre qu'est-ce que dit l'ours? Voilà, salut, ça va, je saute dans l'immensité et des choses comme ça, ou je suis content. Voilà, de donner alors à cette image un sous-titre ou un titre. Voilà. Et en général, quand c'est des images surprenantes comme ça, souvent les étudiants ils aiment bien et puis ça les surprend, les surprendre hein, aussi, essayer de les surprendre. Hein. Voilà, et puis ça, c'est quelque chose que j'avais fait sur un niveau plus élevé, et plus avancé, je veux dire, sur du B2. Et voilà, une photo sur la montagne. Et donc, j'avais réutilisé ce qu'on avait vu, puisque à fin du coup, donc, bonjour, hein, vous êtes là? La vue est belle, non? Donnez-moi 3 bonnes raisons pour commencer le cours. Puisque je dois aller travailler en France l'année prochaine, je dois commencer le cours afin d'améliorer mon niveau oral où j'ai beaucoup de difficultés en phonétique. Du coup, il faut que je parle en français et que mon professeur me corrige. Donc voilà, faire des phrases. C'est vrai qu'ici, j'ai donné dans l'image, il y a les outils qu'ils peuvent utiliser. Hein, c'est une autre façon, c'est plus directif, c'est plus allez, vous allez utiliser ça. Donc c'est vrai que des fois, quand vous leur donnez des outils comme ça qu'ils doivent utiliser, ça les aide aussi pas mal. Ok, donc ça c'est sur les rituels, d'accueil. Donc, sur les infos techniques, hein, donc, Julien, il parlait aussi de mettre des petits iconogrammes, oui, des icônes, hein, bon, pour bien leur dire, lever la main ou parler au micro, fermer le micro. Donc, rappelez, bon, ça j'en ai déjà parlé, rappelez bien les règles. Vous êtes toujours encore dans votre cours, c'est vous le mettre à bord. Rappelez bien les consignes qu'ils doivent suivre. Hein, et je pense qu'en ligne, c'est encore plus important qu'ils suivent vos consignes et vos règles dans la salle de classe qu'en présentiel. OK? Alors, organisation… Je peux t'interrompre juste une seconde. On a une question intéressante sur le nombre d'apprenants maximum dans vos cours en ligne. Parce que donc, dans la vidéo de Seattle, il parlait de 6 personnes. Vous, chez vous, c'est combien? Alors, chez nous, c'est très variable. Hein, donc, on a gardé les cours comme ils étaient, puisque nous, le confinement nous a pris en fin de session, ouais.
Oui, oui. Donc, il y a des cours à 5 personnes. Moi, j'ai eu un cours à 3 personnes, mais il y a aussi des cours à 10, 12 personnes. Et je vais vous dire, même moi, j'ai un cours de 20 personnes en binôme avec un collègue. Et ça marche très bien. Et ça marche très, très bien. C'est vrai que nous sommes à 2. Hein. Je ne suis pas seule sur le cours, nous sommes à 2. Et c'est vrai que sur ce cours-là, nous varions. Des fois, on coupe le groupe en 2, mais on aime bien aussi qu'ils soient ensemble. Donc, on fait des activités à 20. Et c'est vrai que d'un côté, bon, je travaille avec Vincent et Arnaud, ils gèrent tout ce qui est oral et moi, je gère plutôt le technique. Et ça marche très, très bien. Et c'est très dynamique. Et c'est vrai que là, on interprète les élèves, on dit… Et donc, on leur demande de répondre. On fait bien attention que tout le monde participe. Et c'est des sessions un peu plus longues, évidemment. Hein. Ce n'est pas 45 minutes à 20, ce n'est pas possible. Hein. Mais bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, l'organisation, normalement, nous avons des cours sur 3 heures. Hein. Il y a aussi des cours 2 fois 1h30. Mais l'essentiel de nos cours sont sur 3 heures. Donc, on propose 2 choses. Il y a la classe virtuelle d'1 heure, hein, donc avec le rituel d'accueil, les interactions, explications, des exercices, donc un début du cours. Et puis, on leur donne du travail à faire en autonomie pendant à peu près 1 heure. Et donc, chez eux, ils font ce travail, des exercices, des compréhensions orales, des compréhensions écrites, voilà, pendant 1 heure. Et puis, on les reprend la dernière heure où on met en commun les productions, où on corrige les exercices, où on corrige les compréhensions orales, les compréhensions écrites, où on fait plutôt sur de l'oral. Donc ça, c'est une possibilité sur un cours de 3 heures. Moi, personnellement, ce que je fais, par exemple, sur mes cours de vendredi et du samedi, je donne en amont, donc en asynchrone, toute une préparation sur la compréhension orale ou la compréhension écrite, ou la préparation d'une production orale pour les niveaux plus avancés, c'est-à-dire un exposé, un compte-rendu, ou des recherches d'informations quand je fais un projet. Donc, ils font tout ça en amont. Donc, en général, ça dépend de la charge de travail, c'est 1 demi-heure ou 1 heure. Ensuite, on les prend dans la classe virtuelle. Et là, on travaille sur les activités qu'on a proposées. Donc, on commence évidemment par du corrigé d'exercices et on enchaîne sur la compréhension orale, les activités orales et tout ce qu'on a préparé, toutes les activités en changeant, etc., le plus possible. Et on les laisse la dernière demi-heure, en général pas plus d'1 demi-heure parce que bon, soit ils ne font pas, soit ils le font plus tard, et on leur donne donc des exercices de systématisation encore sur le point de grammaire vu dans le cours. On leur donne des exercices de production écrite à nous envoyer. Alors nous, on le fait par mail, on peut le faire par… On a aussi la possibilité de Classroom. Je ne sais pas si vous connaissez Classroom, un espace ouvert pour communiquer avec les étudiants. On peut le faire tout simplement par mail, par Classroom, par Google Drive. D'accord? Donc, c'est un espace commun où le professeur met des documents et où l'élève peut mettre des documents aussi. Et de production orale, parce que je demande ça aussi à mes étudiants, parce que c'est quelque chose qui me questionnait. Hein, et donc, ils s'enregistrent sur leur portable et ils nous envoient leur production orale. On demande quelque chose d'assez court parce que corriger une production orale, c'est long, mais de faire un tout petit exposé de 3 minutes. Et donc, ils nous envoient les productions orales. Comme ça, nous sommes sûrs qu'ils parlent et ils font de l'oral. Oui, une question? Oui, j'avais juste une question sur les niveaux A1. Les grands débutants à 1.1, comment est-ce que pour le travail en autonomie, est-ce qu'ils arrivent à travailler en autonomie sans supervision? Comment tu organises ça? Mais le niveau A, oui, bien sûr, puisque les exercices sont en fonction du niveau. Je veux dire, la difficulté, oui, ça, il faut être très, très vigilant. Si vous utilisez une méthode, ce n'est pas un problème. Mais si vous créez vos propres documents,
très attention que le niveau soit exactement calibré sur le niveau de vos étudiants. Si c'est du A1, ça doit être vraiment quelque chose de facile. Donc moi, sur les niveaux A1, A2, je vous conseille vraiment d'utiliser la méthode, surtout au niveau des compréhensions écrites et des compréhensions orales. Donc, les exercices que je donne pour mes étudiants au niveau A1, ils correspondent vraiment à leur niveau de compréhension orale et de compréhension écrite et de capacité de production écrite. Si je leur demande une production écrite, ça sera se présenter avec des structures qu'on a vues en cours, pour pas qu'ils soient là en disant « Oh mon Dieu, mais ça, je ne sais pas ». Et être très précis sur les consignes et très juste sur le niveau. Non, bien sûr, bien sûr. Et je suis désolé de te presser, mais c'est vrai qu'on a déjà dépassé l'horaire. Donc, si tu pouvais aussi montrer d'autres exemples, je suis vraiment désolé, mais c'est vrai que c'est tellement dense et il y a tellement de questions. C'est vrai que je suis désolé de te presser, mais je sais que ton PowerPoint est vraiment super intéressant. Et de toute façon, on le partagera avec tout le monde. Ne vous en faites pas. Encore 5 minutes. Je suis désolé. Non, ouais. Mais je te laisse le temps, bien sûr. Mais c'est juste, comme je sais que tu as beaucoup d'exemples super intéressants. Donc, OK. Donc, annoncer les objectifs du cours. Donc là, par exemple, j'ai mis un frigidaire. Aujourd'hui, nous allons parler de, comme en cours, quand vous commencez un cours, vous allez dire à vos étudiants ce qu'on va faire dans le cours. Donc, vous mettez une photo et puis vous leur dites à votre avis de quoi on va parler. Bon, là, c'est évident, on va parler de la nourriture. Et pour parler de la nourriture, on va parler des partitifs, etc. Donc, pour introduire le thème du cours. Donc, les activités, donc je vous conseille vraiment, si vous avez utilisé la méthode, continuez à utiliser la méthode. Si les éditeurs vous ont donné le lien sur le livre virtuel, donc partagez-le avec vos étudiants pour le voir en direct. Moi, je fais donc des PowerPoint avec des montages, avec des captures d'écran. Alors, avec les ordinateurs, avec tous les ordinateurs, on peut faire des captures d'écran, ce qui me permet de choisir dans le livre les activités que je veux faire et dans l'ordre que je veux faire. Et ça me sert aussi à ce que tous mes étudiants soient focalisés sur l'écran et pas qu'ils regardent à droite ou à gauche en cherchant la page. Non, non, le document, il est là. Tout le monde regarde là et tout le monde se concentre sur l'écran. Et on est tous ensemble, comme dans la salle de classe, dynamique, on est sur l'écran et donc on regarde tous le même document. Donc, moi, je fais un montage avec des activités qui sont page machin, page truc, et ça me fait mon cours et en plus, ça me permet d'avoir une assurance dans ma progression si j'ai obligé de gérer des choses techniques. Moi, j'ai tout sur mon PowerPoint, tout dans l'ordre que je veux faire. Là, il y a un autre exemple de document d'un manuel que j'ai transformé. Il y avait le vocabulaire du vêtement. J'ai enlevé en haut simplement en collant une figure géométrique sur le vocabulaire et je leur demande, voilà, sur le 1, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que c'est, c'est un maillot de bain, etc. et tout. Donc, ils répondent soit dans le chat, soit sur Blackboard, ils peuvent écrire directement sur le PowerPoint. D'accord? Voilà. Sinon, vous pouvez créer vos propres activités en utilisant toutes les modalités de la plateforme. Je vous rappelle que dans la plateforme, je l'avais dit tout à l'heure, je rappelle assez rapidement, dans le chat, vous pouvez faire plein d'exercices, vous le verrez, terminer une phrase, faire une citation, corriger un mot. Moi, par exemple, à la fin de mes leçons, je copie-colle le vocabulaire, les corrections que j'ai mis dans le chat. Je le colle sur un Word et je le renvoie à mes élèves. Je dis, voilà, on a vu ça, rappelez-vous. Et ça, c'est vraiment un avantage de ces classes virtuelles parce que normalement, on ne sait pas qui a pris des notes, qui a écrit la correction. Donc, vous pouvez renvoyer ça et vous êtes sûr que tous ont la correction, ont le vocabulaire, ont toutes les notes que vous avez prises. D'accord? Et vous pouvez donner le rôle à un participant de répondre à des questions, de donner des mots-clés, utiliser tableau blanc, je vous ai dit, le travail en sous-groupe, le sondage. Et puis aussi, vous pouvez aller jusqu'à donner le rôle de modérateur à un de vos élèves, un bon élève, et lui demander, vous ne pouvez pas préparer demain une activité? Et vous lui donnez le rôle de modérateur. Et ça marche très bien aussi. Comme dans la classe, vous lui demandez de le faire et c'est possible aussi de le faire à distance.
Donc là, c'est une activité toute simple. Vous prenez une image sur Google d'une chambre, vous mettez les différents vocabulaires et vous demandez à vos élèves où se trouve le fauteuil, la lampe de chevet, etc. Et donc là, sur Blackboard, on peut mettre des flèches pour que les élèves disent où c'est. Donc, vous demandez à chacun. Sinon, ils peuvent vous dire la lampe de chevet est à côté du lit. Voilà. Ah oui, à côté du lit, c'est vous qui faites la flèche, par exemple. Voilà. Sinon, travail en sous-groupe pour les présentations. Donc, là, c'était écrire des phrases sur soi-même. Et donc, nous avons déjà fait connaissance, mais vous ne nous cachez pas certainement des choses. Et donc, là, vous les mettez en sous-groupe. Ils parlent entre eux 5 minutes et vous les faites revenir et vous dites alors, Pedro, qu'est-ce qu'a dit Manuela? Et donc, il dit, ah ben, elle a dit qu'elle nous avait caché ça, etc. Et donc, à l'oral, il dit ce que l'autre lui a raconté, qu'il n'avait pas raconté lors de la présentation. Travail en sous-groupe, très dynamique, et ça leur fait du bien d'aller en sous-groupe pour pas toujours être en groupe classe, parce que là, vous voyez, ça va faire presque 1h30 qu'on est en direct, tout le monde est fatigué, tout le monde a du mal à se concentrer, donc essayez de varier, de les mettre en sous-groupe, les mettre seuls dans des exercices, de les remettre en groupe classe, c'est tout à fait possible. Voilà. La phonétique, moi, c'est ma spécialité, la phonétique. D'ailleurs, sur le cours en ligne, François Blondel et moi, nous avons créé des modules de phonétique à faire en autonomie et accompagnés d'un tuteur. Mais vous pouvez faire aussi de la phonétique avec vos élèves. En plus, ils vous voient votre caméra et vous prononcez bien. Moi, j'ai mis des virlangues. Nul lutte fut plus dur. Vous montrez l'articulation. Ils vous voient à travers la caméra. Encore mieux qu'en cours. Les sondages, donc à travers l'application, vous pouvez faire des sondages. Et les pauses. Alors ça, je voudrais vraiment que vous les voyez, les pauses. Quand vous avez un cours, imaginez-vous, vous avez 1 heure ou 1h30, ou vous avez 1 heure, 30 secondes, vous leur dites, bon, maintenant, allez ouvrir la fenêtre, respirez et allez voir ce qui se passe à la fenêtre. Et ils reviennent et disent, ah ben dehors, il n'y a personne, oh, il y a des oiseaux, etc. Et qui vous racontent ce qu'ils voient par la fenêtre. Le lien, créer un lien des espaces. Faire de la gym, ou si vous savez faire du yoga ou du mindfulness avec vos élèves, ok? Donc, allez, 5 minutes pour faire de la gym. Et vous le faites aussi. Vous faites, allez, aujourd'hui, on fait, si vous osez, bien sûr, ne faites pas des choses que vous ne sentez pas à l'aise, mais ça aussi, allez, tous ensemble, on fait quelques exercices. Ou alors 5 minutes pour faire un café au lait, un café noir, un café serré. Ces pauses actives aussi, c'est pour faire du vocabulaire, pour faire de l'interculturel, etc. De faire des petites phrases comme ça. Ou aussi, vous avez 5 minutes pour trouver un livre dans votre bibliothèque et nous le présenter. Donc, ils se lèvent, ils vont chercher des objets, etc. et tout, et ils viennent vous le présenter. Ou alors, Audrey me disait qu'elle demandait à ses élèves d'aller ouvrir le frigidaire. Allez ouvrir le frigidaire et dites-moi ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Et le moyen d'utiliser les partitifs, la négation, et puis ils reviennent, ils ont eu l'occasion de se lever, de boire un verre, de faire quelque chose, ou vous leur demandez de présenter, vous montrer s'ils ont des animaux, des choses comme ça. Ou la pause musique. Moi, je mets beaucoup de musique. Donc là, je vais venir Big Flo et Oli, donc je leur mets de la musique pendant la pause pour que, qu'est-ce que tu as écouté, c'est quoi cette chanson? Et puis de leur dire, allez voir sur YouTube la chanson, elle est vraiment bien. Ok. Alors, donc les activités collaboratives, c'est plus difficile. Là, je vous ai montré vraiment, utilisez le manuel, faites quelques activités personnelles. Vous pouvez aussi faire des activités collaboratives. Regardez bien dans le manuel que vous utilisez parce que souvent, les méthodes proposent des activités aussi dans les guides pédagogiques, des choses complémentaires et intéressantes que vous pouvez utiliser dans vos cours. Si vous voulez partir à l'aventure, vous faites comme Agnès, qui fait partie aussi de l'équipe de l'innovation pédagogique. Et donc, elle utilise le Padlet. Sur le Padlet, c'est en commun. Par exemple, vous allez mettre les chansons françaises que vous aimez. Donc, tous peuvent aller sur Padlet et mettre la vidéo de la chanson, écrire un petit
texte, pourquoi ils aiment la chanson, ou faire de l'écriture collaborative. Là, c'est Audrey Marcouillet qui avait fait un grand travail sur l'écriture collaborative. Donc, ils avaient écouté une histoire au passé. Ils devaient la reconstituer sur un document partagé dans Google Drive. Ils avaient écouté un document sur Classroom. Et puis, ils vont à la fin écrire tous ensemble une histoire. Et voilà. Et donc, c'est de l'écriture collaborative. Audrey vous l'expliquerait certainement mieux que moi, mais c'est pour montrer tous les outils qu'elle a utilisés, Google Drive, Classroom, et pour faire ce travail au passé composé. Hein. Je regarde la réutilisation du passé composé qu'ils avaient vu auparavant. Et puis, le projet que moi j'ai mis en place, voilà, c'était que j'avais commencé avant le confinement. C'était avec une classe, je voulais faire un projet sur la BD, puisque vous savez tous que c'est la BD, l'année de la BD. 2020, c'est l'année de la BD. Et donc, j'avais invité Julie Frénois, qui est bibliothécaire à la médiathèque de Madrid. Et donc, voilà, la BD, elle est venue. Elle est venue dans notre Blackboard. Donc, invitez des gens de votre institut ou invitez des gens dans vos cours, hein, des intervenants extérieurs, c'est tout à fait possible puisque eux, ils se connectent aussi et ils peuvent faire une intervention courte ou longue. Là, elle nous a fait une présentation de la bande dessinée franco-belge. C'était très intéressant. Et elle nous a aussi présenté le Culture Tech, hein, parce que ça aussi, les élèves sont confinés, mais ils ont envie de lire et ils peuvent lire grâce à Culture Tech. C'est comme un outil incroyable. Donc, elle nous a présenté Culture Tech et elle a rappelé aux élèves comment ils peuvent s'inscrire sur Culture Tech. Et nous, on va continuer le projet avec nos élèves, avec le support de la Bibliothèque nationale de France, qui a sorti une application pour fabriquer des BD. Donc, on va écrire un scénario et on va faire une BD avec nos étudiants. C'est un grand projet. Ça me permet d'ailleurs juste de t'interrompre, désolé, mais on a consacré un webinaire à ce sujet, en fait, hein, vraiment sur BDNF avec nos collègues de la Bibliothèque nationale de France. Donc, ça me permet de vous renvoyer aussi à notre chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par des projets collaboratifs autour de la BD, on a un webinaire entier consacré à ça, justement. D'accord. Donc, merci beaucoup, hein, c'est super intéressant. Et donc, je vais finir. N'oubliez pas les jeux les plus faciles, Jacadie, des mimes, de faire dessiner un mot. Ça, c'est des choses tout faciles que vous savez faire et qu'on peut faire. OK. Les jeux en direct, quizzes, on peut, Kahoot, vous connaissez tous. Hein, donc, on peut le faire aussi avec partage d'écran. Ils ont leur portable. Ils peuvent vous pouvez faire même des évaluations avec Kahoot et Quizzes. Là, c'était une activité où j'avais mis des informations personnelles et ils devaient découvrir ma biographie. Là, c'était un mot mêlé que j'avais fait sur le vocabulaire du suspense. Voilà. Des rébus. OK. Et donc, ils doivent trouver un mot. Tout le monde a trouvé que c'est parapluie. En plus, c'est très bien pour la syllabation. Et voilà, pour terminer pour bien clore votre cours, vous avez des questions au cas où quelqu'un n'aurait pas pu poser ces questions. Faire un bilan. Normalement, je ne voulais pas faire encore une diapo. Je suis capable de, je sais, etc. Hein, et c'est utiliser le vocabulaire qu'on a vu tous avec les référentiels de niveau et tout, je suis capable, vous pouvez faire une petite diapo avec ça par rapport aux objectifs, hein, ça dans le cours en ligne, la dernière diapo, c'est je suis capable de, je sais, etc. pour qu'ils se rappellent ce que vous avez vu et qu'ils aient encore des questions à poser. Et au revoir, à la semaine prochaine. Et quand est notre prochain rendez-vous? Rappelez bien les dates et voilà. Et j'ai fini et merci beaucoup. Et c'est tout. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, hein, Valérie, pour cette présentation. Je pense que ça a passionné vraiment les gens qui nous suivaient. On a eu vraiment beaucoup de messages très positifs sur le chat. Je pense que voilà, tous ces exemples concrets. En dehors de ça, voilà.
Non, donc de toute manière, on va partager avec tout le monde les contacts de nos intervenants d'aujourd'hui, hein, Julien et Valérie, si ça ne vous pose pas de problème. Encore une fois, alors je ne sais pas si Julien est toujours là avec nous. Oui, je suis là. Ouais, tu es dans le coin? Oui. Très bien, juste au mot pour conclure. Donc juste, ça me permet de rappeler donc, que toutes ces présentations, toutes ces vidéos qui ont été montrées, celles qui n'ont pas malheureusement eu le temps, on n'a pas eu le temps de montrer, on va tout partager donc sur ce fameux groupe qu'on a créé sur IF Prof, grâce au soutien de toute la communauté, et au sein duquel on partage vraiment tout ce qu'on peut, toutes les listes d'applications, les listes de logiciels, tous ces outils qui ont été présentés par Valérie et par Julien aujourd'hui. Voilà, il y a toutes ces des détails qui sont partagés au sein de ce groupe, tout comme les présentations et les comptes rendus de ces réunions. Donc voilà, vraiment, je vous invite à le rejoindre. Voilà, il y a le petit bouton d'action qui apparaît sur votre écran. Donc ça, c'est pour que vous puissiez rejoindre ce groupe. Donc on pourrait, je pense, oui, on a dépassé le temps, on aurait pu encore parler de toutes ces questions pendant 1 heure, donc peut-être qu'on vous fera revenir un jour pour continuer à échanger sur ces pratiques de classe à distance qui posent tellement de questions. Bon, il y avait beaucoup de questions, par exemple, sur les manuels numériques. Vous parliez, Valérie, tout à l'heure, tu parlais des manuels numériques, que toi, tu faisais des impressions d'écran. D'autres utilisent les manuels numériques directement. C'est ce qu'on faisait aussi sur la pré-scénarisation. En fait, on a fait beaucoup de copies, puisque j'ai vu une question tout à l'heure sur comment on avait fait pour que les gens aient les manuels alors qu'on est tous confinés, mais en fait, on les a envoyés par la poste. Donc, ils les avaient. Voilà. Voilà, donc il y a toutes ces questions et la prise en main des outils. Donc, ouais, moi, aux élèves qui ne pouvaient pas aller acheter moi, j'ai fait sur les unités que je faisais, j'ai fait simplement des captures d'écran et je leur ai reconstitué le manuel. Donc, c'était ça. Maintenant, on a la chance d'avoir, donc, par rapport aux éditeurs, ces manuels gratuitement en ligne le temps du confinement. Exactement. Et puis, il y a ceux qui avaient le manuel avant aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des élèves qui ont continué le cours. Hein. Ils avaient leur manuel, etc. Mais pour les nouveaux, voilà, on s'est débrouillé comme on pouvait. Et puis sinon, on partage l'écran. Et voilà. Bien sûr. Et c'est surtout pour les compréhensions orales. S'ils n'ont pas le manuel, comment faire des compréhensions orales si on veut qu'ils les fassent en amont? C'est ça. J'ai vu aussi par rapport au droit d'image, etc. et tout. Moi, par exemple, c'est la première chose que je demande et les élèves, s'ils ne veulent pas mettre leur vidéo, ils ne la mettent pas. Hein. Et Zoom permet, et Blackboard permet de ne pas donner de données puisqu'on envoie un lien, on les invite. Donc, en fait, il n'y a pas de problème de mail ni de… On leur envoie le lien et ils viennent donc sur ces outils-là. Et pour le droit à l'image, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ce n'est pas nécessaire. L'essentiel, c'est la voix. Hein. Et pour les adolescents, par exemple, on parlerait certainement plus tard, les adolescents, aucun adolescent n'a la vidéo. Aucun mineur n'a la vidéo. Aucun. Ouais. D'accord. Bah justement, ça c'est une question qu'on abordera donc dans un prochain webinaire. Vous avez vu sur votre écran apparaître le petit lien là pour nos prochains webinaires. Donc on en aura un la semaine prochaine, toujours le jeudi à 14 h consacré donc à la médiation culturelle, comment faire du culturel. Gardez le lien parce que je pense que c'est vraiment cette question qui est à retenir aujourd'hui. Hein. Ce qui est important, c'est garder le lien, garder la confiance, faire simple. Et donc on pourra voir ça la semaine prochaine autour du culturel, justement, comment garder le lien avec des activités culturelles et sociales. Et la semaine suivante, on abordera donc la question de ces cours en ligne, ces classes virtuelles pour des publics jeunes, adolescents et français précoces. Voilà, qui sont aussi des questions très, très importantes. Et ça me permet enfin de rebondir aussi sur 2 petites annonces qu'on va faire pour continuer sur ces questions pédagogiques. L'Institut français de Paris va faire paraître très, très prochainement là, une annonce pour
à destination de l'ensemble du réseau pour vous proposer de suivre des formations à l'animation de classe virtuelle, donc des formations pour le coup voilà, sur plusieurs heures, selon différentes modalités, avec nos partenaires, certains de nos partenaires en tout cas institutionnels. Donc surveillez cela sur le site internet de l'Institut français notamment, pour pouvoir éventuellement vous porter candidat. Et aussi, je rappelle ce que je vous avais annoncé au tout début là, de ce webinaire, ce petit appel à contribution là qu'on voulait lancer auprès de vous tous, enseignants, chefs d'établissement, responsables des cours, de nous envoyer une petite vidéo de 2 minutes max sur des solutions, des outils, des ressources, quelque chose qui fonctionne dans vos établissements en ces temps difficiles de confinement pour maintenir une continuité pédagogique chez vous. Voilà, donc envoyez ça sur IFProf @institutfrançais.com. Je pense que voilà, Jérôme va partager ça. Et de toute façon, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Donc vraiment, encore vraiment merci à vous d'avoir participé aujourd'hui. On avait encore prévu plein de choses, mais c'était tellement intéressant qu'on n'a pas pu, j'ai pas pu montrer d'autres vidéos. Donc je les garde en réserve et puis on les partagera sur IFProf de toute façon. Donc vraiment merci de votre disponibilité, de la clarté de vos interventions. Bonne chance à vous, bon courage, ouais, toujours dans ces moments compliqués. Encore merci à notre communauté de nous suivre et puis on reste de toute façon, on reste connectés ensemble et on vous retrouvera la semaine prochaine. Merci Julien, merci Valérie. Merci à tout le monde, merci Valérie. Merci à tous et merci Jérôme pour le chat. À très bientôt tout le monde. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Merci à vous aussi.